Bonjour à tous, ravie d'être avec vous pour faire cette introduction à cette semaine thématique sur la réduction de l'empreinte carbone de la chaîne de valeur du végétal. Je vais essayer d'être à la hauteur de l'introduction. Pour ce petit webinaire d'introduction, moi, Morgane Enaf, je suis effectivement manager chez AgroSolutions et je suis responsable du pôle expertise climat. Je vais rapidement représenter AgroSolutions en quelques mots juste après. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire un petit panorama des cadres, des méthodes et des outils pour réussir la transition bas carbone et en particulier pour la décarbonation du secteur agricole et agroalimentaire qui est notre spécialité chez AgroSolutions. Pour le sommaire du jour, comme je le disais, je vais vous présenter rapidement AgroSolutions et puis après l'idée, c'est qu'on déroule en reparcourant quand même un petit peu des quelques éléments de contexte sur la décarbonation du secteur agroalimentaire avec quelques chiffres et puis les enjeux et puis ensuite de rentrer un peu dans le détail vraiment des méthodes, des standards et aussi des financements qui sont accessibles pour les différentes étapes de la décarbonation, et en particulier dans le secteur agricole agroalimentaire. Et puis on finira par un petit aperçu avec quelques éléments, alors sans que ça soit exhaustif, mais vraiment de où en sont les entreprises aujourd'hui sur ces sujets de décarbonation, quelles sont les grandes actions qui sont déployées, et en particulier pour la décarbonation de l'amont agricole. Et puis voilà, on va essayer de garder 10-15 minutes pour des questions-réponses en fin de présentation. Donc, comme le disait Jeanne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil. Rapidement, je vous présente AgroSolutions, qui est le cabinet de conseil dont je fais partie. AgroSolutions, on est un cabinet d'expertise spécialisé sur les thématiques agriculture et environnement. On est une filiale du groupe InVivo, on est une cinquantaine de collaborateurs et on a 6 domaines d'expertise principaux, avec l'agronomie qui est vraiment notre expertise historique, puisqu'on accompagne depuis plus de 40 ans maintenant les coopératives agricoles sur ces thématiques agronomiques. Mais voilà, on a aussi désormais des expertises euh, que sont le climat, l'éco-conception, les agri-énergies, la biodiversité et la résilience alimentaire. Donc avec chacune des équipes dédiées pour chacune de ces expertises et pour accompagner nos clients. Et plus particulièrement sur l'expertise climat, on est une équipe de 17 personnes avec voilà, des experts qui sont dédiés à la mesure de l'impact climatique pour l'agriculture, avec voilà, des personnes qui sont formées aux méthodes ACV, bilan carbone, et qui accompagnent les clients donc sur les stratégies de décarbonation, et en particulier sur l'amont agricole, qui est vraiment notre expertise, enfin, le secteur sur lequel on a une forte expertise. Et la particularité d'AgroSolutions, c'est qu'on est impliqué dans des projets de recherche français et européens, notamment sur les sujets de la finance carbone et des méthodologies. Je vous en présente deux très rapidement parce que c'est un petit peu lié au sujet du jour, mais voilà, on est notamment impliqué dans les projets Marvic et CAFAMOR à l'échelle européenne. C'est des projets de recherche qui, en fait, préfigurent les règles du futur cadre de reporting européen sur les absorptions de carbone. Le CRCF, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, le projet Marvic, on travaille dessus pour, en fait, définir des règles et des méthodes de comptabilisation uniformes à l'échelle européenne pour mesurer l'absorption de carbone dans les sols en agriculture. Et puis, le projet CAFAMOR a l'intention voilà, de travailler à développer une plateforme commune digitale pour justement monitorer les absorptions de carbone dans les sols pour l'agriculture et à l'échelle européenne. Voilà quelques rapides éléments. Et puis là, je vous présente très brièvement notre offre, voilà, qui sont les sujets finalement sur lesquels on accompagne tous nos clients sur la transition climatique. On essaye d'accompagner
nos clients sur l'ensemble du parcours. On commence par voilà, les thématiques de sensibilisation, de formation, du calcul d'empreinte carbone et d'ACV, en particulier d'ACV par exemple pour des produits agricoles et agroalimentaires. On accompagne sur de la stratégie de décarbonation, de l'éco-conception de produits, aussi de plus en plus sur des diagnostics des risques climatiques et des plans d'adaptation face au changement climatique. Voilà, avec un certain nombre d'outils et de référencements dont on va avoir l'occasion de parler un tout petit peu après. Donc voilà pour AgroSolutions et ben, je pense que c'est le moment donc de rentrer un petit peu plus dans le cœur de notre présentation. Donc je vous propose effectivement, même si c'est sûrement des éléments que vous avez pour certains d'entre vous, de rentrer un petit peu dans quelques éléments de contexte sur la décarbonation du secteur agroalimentaire et notamment de vous redonner quelques chiffres clés. Tout d'abord, quel est l'impact de l'alimentation en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale? Donc, l'alimentation, vous le savez certainement, mais c'est un poids assez significatif. C'est un petit peu moins d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, 28% pour être précis, donc voilà, un petit peu moins quand même qu'un tiers. Et à l'échelle française, c'est 22% de l'empreinte carbone d'un Français, les émissions de gaz à effet de serre associées à l'alimentation. Alors, quand on dit empreinte carbone, ça sous-entend empreinte, les émissions sur le territoire français, mais aussi les émissions importées. Et là, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que notamment, on peut voir que sur l'empreinte carbone d'un Français, l'alimentation, la moitié sont des émissions qui ont lieu sur le territoire français, et l'autre moitié sont des émissions importées. Donc voilà, c'est une part quand même significative d'émissions importées pour l'alimentation, ce qui pose d'autres questions en termes de souveraineté notamment. Un chiffre que je voulais vous apporter aussi pour compléter et être dans le sujet chaîne de valeur du végétal, c'est donc l'ICATSE qui estime que entre les produits animaux et les produits végétaux sur l'impact de l'alimentation, la répartition se fait de cette façon-là. Donc 63% des émissions de l'alimentation sont liées à des produits animaux et 37% donc à des produits végétaux. Donc voilà, un impact un petit peu plus important sur les produits animaux, quoique donc, les produits végétaux restent quand même significatifs. Et donc, si on veut zoomer maintenant un petit peu sur l'alimentation, on rentre un petit peu plus dans le détail d'où proviennent ces émissions. Vous avez un graphique là qui vous représente la moyenne, une estimation haute et basse des différents postes d'émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Un point important, c'est qu'on voit tout de suite que la partie production agricole en jaune et changement d'affectation des terres en violette représente un poids assez significatif, hein. Quasiment 75% des émissions sont liées à l'amont. Et ensuite, on a des émissions qui se répartissent entre transformation, emballage, transport, et puis des émissions qui sont plutôt à l'échelle du consommateur, euh, à l'échelle enfin, voilà, de la consommation et un petit peu d'émissions liées à la gestion des déchets. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que finalement, quand on parle secteur agroalimentaire, la partie vraiment transformation, c'est seulement 7% des émissions liées à la transformation. Donc, c'est pas rien, mais c'est vrai qu'à l'échelle d'une entreprise agroalimentaire, en fait, ce qui va peser beaucoup, ben, c'est le scope 3. Vous en êtes certainement assez nombreux à en être déjà conscients, mais voilà, on estime que le scope 3 du secteur agroalimentaire, c'est 90 à 95% des émissions. Donc scope 3, quand on dit scope 3, c'est les émissions qui ne sont pas liées à l'énergie et notamment aux sites dont on a la maîtrise, donc aux usines. Donc ça veut dire que c'est des émissions qui ne sont pas sur des sites dont on a réellement la maîtrise. Donc une difficulté effectivement plus importante d'aller ensuite réduire ces émissions. Et c'est toute la complexité du secteur agroalimentaire, c'est que une grosse partie des émissions sont liées à ce scope 3 et donc il faut aller engager ses fournisseurs ou ses clients pour réaliser cette décarbonation.
Donc effectivement, les enjeux pour décarboner le secteur, la décarbonation de la production agricole, hein, de façon assez évidente, puisqu'elle pèse quand même de façon très significative. Dans cette décarbonation de la production agricole, on entend aussi éviter ou réduire les changements, enfin, le changement d'affectation des terres associés à ces matières premières. Et puis, enfin, je dis et puis, mais en fait, c'est à faire évidemment en même temps, la décarbonation de la partie post-production, enfin, qui est appelée post-production sur ce graphique, mais voilà, la partie transformation, transport, emballage, et puis s'engager aussi sur l'évitement et la réduction du gaspillage alimentaire. Si on veut maintenant zoomer encore un petit peu plus sur la partie qui pèse le plus donc, sur l'empreinte carbone de l'alimentation, donc la partie production agricole. Ici, je vous propose un exemple qui est le profil gaz à effet de serre du blé tendre en France. Donc, ça n'a pas vocation à être une représentation euh, générale de l'empreinte carbone de l'alimentation en France. On se focus sur une matière première ici. Mais ce qu'on voit assez vite, c'est que pour le blé tendre en France, la fertilisation, donc à la fois les émissions au champ, mais aussi les émissions liées à la production des engrais, ça va représenter 70% de l'empreinte carbone du blé ici. Et puis ensuite, on a aussi des thématiques, un impact lié au stockage et notamment au déstockage de carbone dans les sols. Alors là, il y a pas mal de débats sur ce sujet parce que les métriques intégrées notamment dans Agribalis sont pas toujours euh, très précises, mais ce qu'il faut voilà, quand même avoir en tête, c'est que on estime qu'il il y a potentiellement du déstockage de carbone dans les sols en France associé à un certain nombre de matières premières. Et donc, derrière, c'est des émissions additionnelles qui s'ajoutent en fait à l'empreinte carbone et à la production des matières premières. Donc, en fait, voilà, les deux grands enjeux, hein, si on doit résumer finalement sur la production des matières premières, c'est un gros travail sur le raisonnement et la décarbonation de la fertilisation. Et puis, un gros sujet aussi sur, en fait, qui est multi-sujet, mais qui est réussir à maintenir les rendements de la production agricole en intégrant un changement climatique qui a de plus en plus d'impact sur ces rendements et en essayant de réduire enfin, le déstockage de carbone dans les sols, voire de travailler à augmenter le stockage de carbone dans les sols selon les contextes pédoclimatiques. Donc voilà, des enjeux importants sur cette production de matières premières liés voilà, d'un côté à la fertilisation et puis de l'autre côté au sol, au maintien des rendements et à une certaine résilience sur, euh, sur voilà, ces productions agricoles. Donc voilà pour quelques chiffres sur les émissions. Les enjeux maintenant qui concernent, enfin, si on doit, l'idée là, c'est de vous donner quelques éléments sur les objectifs de décarbonation qui se posent pour le secteur agricole et agroalimentaire. Donc déjà d'un point de vue européen et français, là, j'ai remis un peu les objectifs européens, tous secteurs confondus, en termes de réduction d'émissions et de stockage de carbone. Donc, l'objectif du Green Deal, c'est d'atteindre moins 55% des émissions en 2030 par rapport à 90, donc tous secteurs confondus, et de travailler à une restauration des sols et aussi des forêts et des zones naturelles, bien sûr, pour absorber 310 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Et à l'échelle française, quand on décline ces objectifs, alors on est toujours dans la stratégie nationale 2, la 3 devrait sortir normalement très très bientôt. Mais voilà, pour le secteur agricole, on est sur des objectifs de moins 22% d'émissions d'ici 2030 et moins 46% d'émissions pour le secteur agricole d'ici 2050. Et donc voilà, là on est sur les objectifs qui s'appliquent à l'échelle de l'État français.
ce que je voulais vous présenter également, c'est en fait les objectifs du SBTI, qui sont finalement des objectifs qui s'appliquent un petit peu plus pour les entreprises. Euh, on va revenir un petit peu par la suite sur le SBTI. Le SBTI, c'est un cadre de référence qui permet finalement aux entreprises de se doter d'objectifs climatiques qui soient en ligne avec les engagements des accords de Paris, donc sur une dynamique de réchauffement 1,5 degré. Et donc, euh, que dit finalement le SBTI en termes de réduction, d'objectifs de réduction que devraient se fixer des entreprises pour être compatibles avec les accords de Paris? Alors, c'est ce que je vais vous détailler un petit peu plus. Un acronyme peut-être que je vous présente, c'est la partie FLAG. Donc, en fait, SBTI, c'est un cadre qui s'applique au global à toutes les entreprises. Et il y a une sous-catégorie qui s'appelle le SBTI Flag, qui en fait sont des objectifs qui sont spécifiques pour les entreprises qui agissent sur le secteur qu'on appelle des terres, donc notamment qui ont une production des émissions liées à l'agriculture qui sont importantes dans leur bilan carbone. Donc, dès lors que vous êtes une entreprise agroalimentaire avec des émissions importantes liées au secteur des terres et à l'agriculture, vous êtes très probablement soumis au SBTI FLAG. Et donc, le FLAG dit qu'à l'horizon 2030, les entreprises doivent se fixer un objectif de moins 25% d'émissions sur leur scope 3, hors FLAG, moins 42% de réduction d'émissions sur les scopes 1 et 2, toujours hors flag. Et en revanche, pour tout ce qui est émissions liées à l'agriculture, l'objectif, là, est de moins 30% d'émissions d'ici 2030. Donc, vous voyez, en fait, finalement, ce que dit le flag, c'est que toutes les émissions liées au secteur de l'agriculture, globalement, même si ça peut être ajusté puisqu'il y a une autre méthodologie qui vous permet de fixer des objectifs en intensité. L'objectif, c'est de réduire les émissions du secteur agricole de moins 30% d'ici 2030. Donc, c'est très bientôt. Et à l'horizon 2050, que dit le flag? Il dit qu'on devrait viser moins 72% de réduction d'émissions d'ici 2050, toujours sur le secteur agricole. Une spécificité du secteur agricole, c'est que en fait, cet objectif de moins 30% à l'horizon 2030 et moins 72% à l'horizon 2050 sont des objectifs qui sont atteignables à la fois avec de la réduction des émissions, donc comme les autres secteurs, mais la spécificité, c'est que vous pouvez aussi les atteindre en mobilisant le levier séquestration de carbone dans les sols, notamment au sein de sa chaîne de valeur. Et ça, sous certaines conditions, mais on y reviendra un petit peu à tout à l'heure. Donc voilà, donc des objectifs assez ambitieux pour les entreprises et notamment pour le secteur agricole et agroalimentaire. Et puis, en plus de ces objectifs, alors le SBTI reste des objectifs volontaires, mais il y a tout un contexte réglementaire et extra-réglementaire qui pousse finalement les entreprises à la décarbonation. Il y a déjà un contexte économique, puisque il y a un enjeu de conserver et développer ses marchés et ses clients. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des grandes entreprises, des distributeurs ou des grands groupes agroalimentaires vont prendre des engagements SBTI et que du coup, en effet de cascade, elles vont également demander à leurs fournisseurs de prendre de s'aligner sur ces mêmes objectifs de réduction. Sous peine parfois d'être déréférencés ou voilà, sous peine de subir un petit peu plus fortement la concurrence d'acteurs qui, eux, se seraient alignés. Donc en fait, on voit qu'il y a un enjeu aujourd'hui pour conserver ces marchés, ces clients, de s'aligner sur des objectifs de décarbonation ambitieux. Et puis, ça constitue évidemment un avantage concurrentiel et une image de marque
intéressantes aussi à mettre en avant dans le cas où on s'est fixé un plan de décarbonation ambitieux. L'accès au financement, ça devient aussi vraiment, enfin voilà, un enjeu important aujourd'hui avec la taxonomie verte. Il y a des exigences des financeurs et des banques beaucoup plus importantes pour pouvoir accéder à certains financements. Et donc, certains prêteurs vont demander voilà, à ce que vous ayez fixé des objectifs climatiques, vous soyez engagé SBTI pour valider certains financements. Donc, ça pousse aussi voilà, à s'engager. Et puis, le réglementaire qui ne concerne pas tout le monde, mais la CSRD, la directive européenne sur le reporting extra-financier, voilà, pousse aussi évidemment dans cet engagement vers la décarbonation. Donc voilà, un contexte en tout cas qui nécessite de s'y engager. Donc, pour un certain nombre d'entreprises, c'est déjà fait. Il y a déjà pas mal de choses qui sont engagées. Euh, alors là, j'ai mis un petit panorama de pas mal d'acronymes. Mais l'idée, c'est d'essayer de les classer pour réussir un petit peu à s'y repérer. Parce que même quand on s'est engagé sur ces sujets de décarbonation, c'est quand même intéressant d'y voir un peu plus clair et de voir quelles sont les étapes suivantes pour continuer d'avancer. Donc voilà, là j'ai mis les sujets de SBTI, du CDP, du GHG protocole, de la méthode ACT, label bas carbone, Agribalise, tous les diag financés par la BPI, etc. Donc on va essayer dans la suite de les classer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, sur quels standards s'appuyer et puis comment est-ce que ces différents cadres vont pouvoir vous aider à avancer dans votre stratégie de décarbonation. Donc, on arrive à cette deuxième partie. Euh, et donc, je vous propose voilà, un petit classement de ces initiatives et de ces méthodes standards selon en fait une frise. Euh, L'idée, c'est que là, ça rappelle un petit peu toutes les grandes étapes euh, de la construction d'une stratégie de décarbonation d'une entreprise. On commence par l'identification, la priorisation des enjeux. Ensuite, dans le cas où l'enjeu climatique est considéré comme matériel important, on engage un calcul d'empreinte carbone, puis on définit des objectifs de décarbonation pour enfin construire une stratégie d'entreprise pour atteindre ces objectifs. Et puis, la suite, donc, c'est de déployer le plan d'action qu'on s'est fixé, de faire du reporting annuel et puis de revenir régulièrement dans cette boucle pour évaluer, piloter sa trajectoire en regardant si voilà, le plan d'action permet d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés et éventuellement de recorriger, repiloter sa trajectoire pour que on puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés initialement. Donc, on va un petit peu lister et décrire rapidement tous les cadres pour chacune de ces étapes. Donc, tout d'abord, effectivement, pour identifier, prioriser les enjeux, on peut s'appuyer sur le cadre de la CSRD, pardon, qui exige aujourd'hui de toutes les entreprises qu'elles fassent une analyse de double matérialité. Donc, on appelle analyse de double matérialité une analyse où on regarde quels sont finalement les effets des enjeux environnementaux sur l'entreprise, mais aussi quel est l'impact de l'entreprise sur l'environnement et la société. Donc ça, c'est voilà, une méthode, en tout cas capitale, qui peut être déployée pour essayer de screener l'ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pour prioriser le plan d'action et comment on va traiter tous les enjeux qui sont importants pour l'entreprise. Une façon aussi d'évaluer et de prioriser les différents enjeux à l'échelle d'une entreprise, ça peut être la CV produit ou la CV organisationnelle. Alors, je vais vous détailler ça hop, dans la slide qui suit. Euh,
Voilà, c'est passé. Donc, l'ACV ou analyse de cycle de vie. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui fait l'inventaire des flux de matière et d'énergie qui sont prélevés ou relâchés dans l'environnement par un produit au cours de son cycle de vie. Donc ça peut être pour un produit, si on fait une ACV à l'échelle d'un produit, mais on peut aussi faire une ACV à l'échelle d'une organisation. Donc ça peut s'appliquer à l'échelle d'une entreprise où de la même façon, on va regarder l'ensemble des flux de matière et d'énergie prélevés, relâchés, euh, sur l'ensemble du cycle et l'ensemble des activités d'une organisation. Et donc l'intérêt d'une ACV, c'est que c'est une méthode normalisée qui suit une norme ISO qui va quantifier en fait et modéliser l'ensemble des impacts sur l'environnement causés par un produit ou par une entreprise. C'est reconnu au niveau européen. C'est multi-étapes, donc on va vraiment prendre l'ensemble des étapes d'un produit, vraiment des intrants pour la production agricole jusqu'à la fin de vie du produit transformé. Et puis, ce qui est intéressant pour justement prioriser les enjeux, c'est que c'est multi-indicateurs. Donc, ça va prendre en compte les enjeux, différents enjeux environnementaux et l'empreinte, enfin, l'impact en fait d'un produit sur différents enjeux environnementaux, notamment le changement climatique, bien sûr, mais aussi des sujets de qualité des eaux, des sujets de quantité d'eau mobilisée. On va calculer une empreinte eau du produit. On va aussi regarder enfin, les sujets d'écotoxicité. Donc, en fait, voilà, et analyser l'impact sur la biodiversité, par exemple. Donc, ça va vraiment être intéressant pour se dire finalement quels sont les enjeux associés à soit mon entreprise, soit mon produit, et comment je priorise les différents sujets au changement climatique, biodiversité, par exemple. Donc voilà, deux méthodes qui sont intéressantes pour prioriser les sujets. Une fois qu'on a priorisé potentiellement le changement climatique comme étant un enjeu important pour son entreprise ou ses produits, euh, donc l'idée c'est de s'engager dans un bilan carbone. Alors on peut suivre plusieurs normes pour un bilan carbone. Il existe le GHG Protocol, qui est la norme internationale, sur laquelle notamment va s'appuyer le SBTI. On peut aussi s'appuyer sur la norme française, qui est la norme du bilan carbone qui a été développée par l'ADEME, ou sur les normes ISO 14064, 14067, pour la réalisation de ce bilan carbone. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle du secteur agricole agroalimentaire, le GHG Protocol a développé un guide spécifique qui s'appelle le Land Sector and Removals Guidance, qui va en fait vous donner vraiment toutes les clés pour faire correctement un bilan carbone et faire du reporting pour le secteur agricole. Donc, elle va vous donner des éléments pour correctement calculer les émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions associées à la gestion des terres notamment, euh, évaluer l'impact, enfin, le potentiel changement d'affectation des terres, changement d'usage des sols associés à vos produits. Donc là, le GHG Land Sector and Removal a aussi une partie spécifique là-dessus. Et puis, point important, il y a toute une partie dédiée à la séquestration de carbone dans les sols. Donc, si vous souhaitez comptabiliser la séquestration de carbone dans les sols pour atteindre un objectif ou pour faire déjà un premier bilan à l'échelle de votre organisation, euh, il y a vraiment beaucoup de choses dans le GHG Protocol qui est toujours dans une version provisoire, mais qui va sortir en version définitive bientôt. Et qui va enfin, vous décrypter un peu comment euh, réaliser ce suivi de la séquestration de carbone dans les sols à l'échelle de votre chaîne de valeur. Euh, il y a un certain nombre de règles en termes de monitoring qui sont assez exigeantes, mais aussi importantes si on veut correctement suivre la partie séquestration de carbone dans les sols. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Euh, Ce que je voulais vous détailler aussi comme diagnostic intéressant à avoir en tête et financé, c'est le DIAC Décarbone Action, qui est un diagnostic financé par la BPI et qui permet du coup pour les entreprises de moins de 500 salariés d'avoir accès
à la réalisation d'un bilan carbone par un expert référencé par la BPI, ce qui revient à peu près à 6 000 € après subvention de la BPI pour la réalisation de ce diagnostic, et qui permet voilà, de faire une première étape de bilan carbone de son entreprise et de commencer la construction d'un plan d'action. Donc AgroSolutions, on est référencé notamment dans ce dispositif Direct Décarbone Action. Donc ça peut être intéressant en tout cas pour engager la démarche. Pour la suite, donc voilà, une fois qu'on a fait son empreinte carbone, l'idée c'est de se dire comment on avance et de quels objectifs de décarbonation on se dote pour qu'ils soient suffisamment ambitieux, mais aussi atteignables évidemment pour l'entreprise. Donc on a parlé en introduction du cas du SBTI et du SBTI Flag qui donne des objectifs qui permet aux entreprises en fait, de se doter d'objectifs de réduction alignés avec les accords de Paris. Globalement, ce que dit le SBTI et notamment le standard net zéro, c'est 3 choses. Donc, vous le voyez sur la partie de droite, là, sur la slide, c'est que vous devez en priorité réduire vos émissions sur les scopes 1, 2 et 3, avec des objectifs qui sont fixés à court terme, à 2030, et à long terme. Donc, globalement, à l'échelle hors flag, c'est moins 42% d'émissions à l'échelle court terme et moins 90% d'émissions pour la cible net zéro à 2050. Vous devez également, à l'horizon 2050, neutraliser vos émissions résiduelles par de la séquestration de carbone dans des puits naturels. Et puis, contribuer à la neutralité climatique mondiale, donc par de la compensation carbone, par exemple, ou de la contribution carbone, de façon optionnelle. Et donc, on l'a présenté un petit peu en introduction, mais le SBTI Flag, qui est vraiment conçu pour les entreprises du secteur des terres, donc des entreprises qui agissent sur le secteur agricole, qui ont des achats notamment de matières premières agricoles. Il va vous permettre d'avoir des objectifs dédiés pour ce secteur agricole en particulier. Et les objectifs flag, voilà, ils sont nets. Donc, on va regarder émissions moins séquestration. Donc, atteindre moins 30% d'émissions en 2030, c'est moins 30% d'émissions, mais ça, vous pouvez inclure dedans de la séquestration. Donc, ça peut être moins 15% d'émissions de gaz à effet de serre et plus 15% de séquestration de carbone dans les sols, par exemple. Donc ça, c'est une spécificité vraiment de ce secteur-là. Mais voilà, malgré tout, les émissions et les absorptions de carbone, elles doivent quand même être séparées, enfin, comptabilisées vraiment séparément. Donc voilà pour le SBTI et le SBTI Flag qui vont voilà, vous permettre de vous doter d'objectifs climatiques qui soient cohérents et qui vont aussi vous apporter une certaine crédibilité euh, à partir du moment où vous êtes engagé et reconnu par le SBTI. Ensuite, une initiative qui est intéressante et une méthode qui est intéressante pour aller un petit peu plus loin et vraiment construire une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire pas seulement se fixer des objectifs, mais se dire comment est-ce que on va les atteindre, ces objectifs. C'est la méthode donc ACT, pas à pas, qui a été élaborée par l'ADEME et le CDP. Et donc, ACT pas à pas va être une méthode d'accompagnement finalement des entreprises pour structurer et mettre en œuvre une stratégie de décarbonation. Et le point important, c'est que l'idée, c'est que ça soit vraiment pleinement intégré à la stratégie globale de l'entreprise. Donc, c'est une méthode où pendant 12 à 18 mois, on va essayer d'intégrer au maximum le conseil d'administration de l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise pour travailler une stratégie d'entreprise qui intègre ces objectifs climatiques et qui prennent en compte aussi les autres risques indirects, économiques, sociétaux associés à l'évolution du monde à l'horizon 2050. Et donc, ça va être vraiment un processus où on va mobiliser avec différents ateliers en présentiel l'entreprise et les dirigeants pour construire une vision, construire une stratégie et aboutir à un plan d'action vraiment concret de l'entreprise pour atteindre ses objectifs.
Donc voilà, une initiative intéressante en tout cas, qui est aussi financée, bon, sur laquelle il y a un financement, une subvention pour réaliser cette démarche. Donc ça peut être une démarche tout à fait pertinente pour avancer si vous sentez que c'est un petit peu compliqué la construction de ce plan d'action et que vous êtes parfois un peu perdu dans ce qui pourrait être mis en œuvre. Donc je vois que le temps file, mais je voulais aussi vous donner quelques éléments donc sur la suite des actions. Donc là, on est arrivé sur la construction de la stratégie d'entreprise. Ensuite, bah, l'idée, une fois, c'est qu'on a construit son plan d'action, c'est de déployer son plan d'action, de faire le reporting et puis d'évaluer sa trajectoire. Donc là, j'ai mis quelques éléments de plan d'action, enfin quelques méthodes qui peuvent être mobilisées dans les plans d'action. Évidemment, c'est pas du tout exhaustif, mais ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur l'éco-conception de vos produits, notamment avec la méthode ACV. Euh, et pour cela, il y a un diagnostic aussi financé par la BPI qui s'appelle le DIAC Éco-conception et qui vous permet là aussi d'obtenir un financement pour éco-concevoir vos produits sur et travailler à la réduction de leur empreinte environnementale. Donc voilà, qui peut être aussi intéressant à mobiliser dans le cadre d'un plan d'action. J'ai aussi indiqué sur la suite des actions, notamment pour le reporting et puis l'évaluation et le pilotage de la trajectoire, donc les cadres du CSR, de la CSRD et du VSME. Donc le VSME, c'est pour le Voluntary Standard for Non-Listed Micro, Small and Medium-Sized Undertakings. Donc c'est pour en fait les entreprises les entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD, ça va être une norme de reporting de durabilité pour en fait, les petites entreprises et les PME, donc qui peut être intéressante à mobiliser si vous n'êtes pas soumis à la CSRD, mais que vous êtes à la recherche d'indicateurs de reporting pertinents et simples à déployer. Et puis enfin, une fois qu'on a déployé une partie de son plan d'action, qu'on a commencé à avancer, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir régulièrement si notre plan d'action est finalement à la hauteur et permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc là, il y a l'initiative ACT donc, qui déploie des référentiels qui vont permettre d'évaluer pour chaque entreprise la pertinence de sa stratégie climat. Et donc, à quel point elle est suffisamment ambitieuse pour atteindre notamment les objectifs qu'on s'est fixés. Et en fait, ce qui est intéressant sur le dispositif ACT, c'est que vous avez des méthodologies sectorielles qui sont disponibles. Et notamment, donc, il y a une méthodologie ACT Agriculture et Agri-Food qui est disponible et qui permet donc d'évaluer pour le secteur agricole et agroalimentaire la pertinence de sa stratégie climat. Et là aussi, vous avez des financements qui sont accessibles pour engager ce travail. Donc voilà pour un petit panorama des dispositifs, des méthodes et des financements. J'espère que j'ai été suffisamment claire, même si j'étais un petit peu rapide. Je vais peut-être pas passer sur le diag éco-conception, mais je voulais vous donner quelques éléments en fin de présentation sur finalement où en sont aujourd'hui les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, et notamment sur les sujets sur lesquels nous, AgroSolutions, on est sollicité, c'est sur le sujet de la décarbonation de l'amont agricole. Déjà, quelques éléments sur les engagements SBTI du secteur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands groupes agroalimentaires qui sont engagés SBTI. C'est à la fois des distributeurs, mais beaucoup aussi de groupes du secteur agroalimentaire. Donc, vous voyez là un petit échantillon qui, de la même façon, n'est pas exhaustif, mais voilà, qui représente quelques entreprises majeures du secteur agroalimentaire.
Et ce que je disais effectivement en introduction, c'est que les engagements de ces grands groupes alimentaires vont se répercuter ensuite sur toute la chaîne de valeur, puisque évidemment, ils ont besoin aussi d'engager leurs fournisseurs pour atteindre ces objectifs SBTI. Et donc, par exemple, voilà, Carrefour a demandé en 2022 à son top 100 fournisseurs de se doter d'une trajectoire 1,5 degré, faute de quoi il y aurait un déréférencement. Euh, Aujourd'hui, effectivement, même si certaines entreprises du secteur agroalimentaire ou coopératif ne sont pas engagées SBTI, elles ont des demandes de leurs clients de s'aligner sur des trajectoires 1,5. Donc voilà, il y a finalement tout le secteur qui s'engage petit à petit pour identifier de quelle façon elle va pouvoir atteindre ses objectifs et notamment ce moins 30% d'émissions à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous, de notre point de vue, en tout cas, on voit qu'il y a encore beaucoup d'études qui sont en cours pour explorer finalement les leviers à déployer pour atteindre ces objectifs SBTI flag, donc ce moins 30%. C'est pas simple. Donc, il y a beaucoup de travaux en cours pour se dire voilà, quel levier on peut mobiliser sur l'amont agricole, qu'est-ce que ça peut permettre d'atteindre comme réduction d'émissions et est-ce que voilà, si on accompagne l'ensemble de ces leviers, on va pouvoir atteindre les moins 30% d'émissions. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur certaines filières, atteindre ce moins 30% d'émissions juste avec des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais sans mobiliser le levier séquestration, c'est parfois un petit peu complexe. Donc le levier séquestration est souvent un levier quand même assez déterminant pour atteindre ces moins 30%. Et ce qui est intéressant aussi sur le secteur, c'est que finalement, on ne fait rien sans engager ses fournisseurs. Donc, les choses se font un petit peu plus lentement sur le scope 3, puisque effectivement, contrairement aux usines où on peut aller un petit peu plus vite parce que souvent on est en maîtrise et qu'on va pouvoir faire des investissements pour changer et passer sur de l'énergie renouvelable, par exemple. Sur l'amont agricole, il va falloir vraiment aller coopérer avec tous ces fournisseurs, mettre en place des politiques d'incitation avec des primes, co-investir, et puis engager pas mal de sujets d'innovation sur les engrais décarbonés, on en a parlé, mais aussi sur l'agriculture de précision, l'agriculture régénérative. On va en reparler juste après. Mais voilà, ça demande du temps et de collaborer avec tous les acteurs de la filière sur tout le long de la chaîne et aussi avec d'autres acteurs du territoire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une grosse tendance qui est assez intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de programmes d'agriculture régénérative et de programmes collectifs qui se lancent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que parfois pour un industriel, voilà, accompagner ces agriculteurs seuls sur de l'agriculture de régénération pour être dans moins d'émissions de gaz à effet de serre, dans une régénération du sol, etc. euh, Seul, c'est compliqué à faire. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de se mettre à plusieurs, donc de regrouper en fait tous les industriels qui vont acheter les matières premières de l'agriculteur et de mutualiser les fonds pour avoir un financement qui soit intéressant et des actions qui soient intéressantes pour accompagner les agriculteurs de façon significative dans cette voie de transition. Parce que, effectivement, à l'échelle de l'agriculture, de l'agriculteur, les leviers sont coûteux euh, et ça, ils demandent une certaine technicité. Donc, il y a un besoin fort d'accompagner l'agriculteur de façon technique et économique pour qu'il engage cette transition. Et donc voilà, là, je vous ai mis des extraits de quelques programmes collectifs, mais vous en avez peut-être entendu parler. Donc, il y a des programmes collectifs dans les Hauts-de-France autour de Earthworm avec différents industriels, le programme Transition autour de Vivesia. Il y a Soufflet qui lance son programme aussi d'agriculture régénérative, McCain, également un autre programme dans les Hauts-de-France, Covalo, euh, autour de PADV. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est que tous ces programmes vont venir euh, récolter un financement mutualisé de différents industriels
et aussi mettre en place des cahiers des charges et des primes pour inciter l'agriculteur à engager une transition. Et puis un dernier point dont je voulais parler aujourd'hui, c'est voilà, les dynamiques d'investissement qu'on voit sur les engrais bas carbone. On voit qu'aujourd'hui, le secteur des engrais, comme on l'a vu, c'est un secteur déterminant pour la réduction de l'empreinte carbone de l'alimentation. Donc il y a beaucoup d'innovations industrielles sur ce secteur et aussi une montée en puissance des sujets biosolutions. On voit qu'il y a des investissements pour la production d'engrais décarbonés. Dans les Hauts-de-France, il y a le lancement d'une usine d'engrais azotés qui est prévue avec du financement, par exemple, d'industriels comme Givo, Henken. Et puis, pas mal d'industriels des engrais qui se lancent aussi dans de la production d'engrais décarbonés pour répondre à ces différentes exigences filières et l'agriculture pour réussir à faire avancer la décarbonation du secteur. Voilà pour les derniers éléments sur ce sujet de décarbonation. Et du coup, on peut répondre à quelques questions s'il y en a dans le fil de discussion sur le temps qui nous reste. Merci beaucoup, Morgane. Daniel, puisque vous levez la main, on vous écoute. Oui, merci. Merci pour la présentation. C'est Daniel El-Chami de Timac Agro. Donc, juste sur cette diapo finale, donc, on sait que pour les fertilisants, les produits décarbonés peuvent réduire presque sur les 20% des émissions, qui sont énormes, surtout au niveau du champ. Et sur cet aspect-là, il n'y a pas vraiment des développements du point de vue recherche parce que on calcule nos ACV avec des données des banques de données qui sont des données moyennes et on aura toujours un résultat moyen. Donc, il n'y a pas encore, sauf pour certains inhibiteurs, il n'y a pas des études des facteurs d'émission des différents produits. Donc, on ne sait pas effectivement les nouvelles technologies comme les biostimulants et les autres biotechnologies, comment elles peuvent réduire le facteur d'émission. Donc, c'est un grand problème du point de vue impact, pas seulement du point de vue émission, mais même les impacts sur les sols, sur la phytotoxicité, etc., etc. Oui, sur les émissions au champ, vous voulez dire, il y a assez peu Oui. d'études, effectivement. Ouais. Oui, je vous rejoins. C'est vrai que par rapport à l'enjeu que représentent les émissions au champ, les références, enfin, il y a assez peu de références, oui, sur les facteurs d'émission au champ des différents engrais. Alors, c'est vrai que c'est coûteux de mettre en place des protocoles d'expérimentation pour mesurer les émissions de protoxyde d'azote au champ. Ça demande aussi d'avoir une variabilité de contexte pédoclimatique pour voir dans quelles conditions ça émet tant, et donc d'avoir des protocoles expérimentaux assez importants. Mais c'est vrai qu'au regard de l'enjeu, je vous rejoins sur le fait que c'est assez peu documenté. Nous, chez AgroSolutions, on a mené des essais expérimentaux justement pour accompagner certains fournisseurs d'engrais à justement améliorer la mesure au champ de certaines formes d'engrais. Donc, ça Et peut donc, se déployer. suivant quelle méthodologie? Parce qu'on ne sait même pas si on décide aujourd'hui, nous, ou n'importe quel autre producteur, de faire ces essais au champ, suivant quelle méthodologie? Ben, je parle, dans ce cas, je parle pas surtout sur les émissions parce que c'est l'IPCC et ils ont bien documenté les méthodologies. Mais sur les autres impacts type eutrophisation ou bien phytotoxicité ou bien qualité de l'eau, quelle méthodologie on doit utiliser dans ce cas? Alors là, j'aurais pas les réponses, moi, personnellement, à vous apporter parce que sur ces thématiques-là, c'est plutôt mon collègue expert ACV qui pourrait vous répondre. Mais si vous voulez, on peut prendre un temps après pour échanger sur ce sujet.
Oui, bien sûr. avec mon collègue si ça vous intéresse. Ouais. Bah, merci pour ce retour et cette question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Eh ben, le temps que vous y réfléchissez, à la limite, Morgane, je peux partager les 2 petites slides que j'avais à partager. Oui, Et très puis bien. s'il y a d'autres questions d'ici là, on les prendra et puis après, on vous libérera à l'heure. Alors, c'était rapidement 2 initiatives par rapport à portées par VG Police Valley qu'on souhaitait vous mettre en avant. Morgane a beaucoup parlé de la méthodologie Acte pas à pas et il s'avère qu'on est en train de lancer une opération collective à VG Police Valley pour embarquer avec nous donc 10 entreprises donc sur les filières agri-agro pour justement travailler donc à cette décarbonation de nos entreprises. Donc, si ça vous intéresse, que vous souhaitez en savoir davantage, eh ben, il y a mes collègues Victor Noël et Marianne Simoneau qui travaillent sur le sujet. Et puis, l'autre initiative que je voulais vous mettre en avant, c'était qu'on mène une enquête en partenariat avec Tenerdis sur la décarbonation des usages dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc, de même, si vous êtes concerné, je vais vous mettre dans le chat le lien vers cette enquête et on serait ravis d'avoir vos retours. Voilà, c'en est tout pour ce que je voulais mettre en avant pour VG Police Valley. Euh, S'il y a d'autres remarques, ah oui, je vois qu'on a eu une question d'Églantine Morgan. Alors, je la lis. La méthodologie qui rapporte le bilan carbone, non pas à l'échelle de la rotation en tonnes équivalent CO2 par hectare par an, mais à l'échelle des productions en tonnes équivalent CO2 par tonne de céréales produites, par exemple, est-elle disponible et validée par tous les acteurs? Alors oui, donc c'est en l'occurrence, la méthode ACV, justement, est une méthode qui va permettre de rapporter l'empreinte environnementale à l'échelle du produit, donc par exemple à l'échelle de la tonne de céréales. Et oui, c'est une méthode complètement validée par l'ensemble des acteurs. Et comme je le disais, il y a une norme ISO associée et des référentiels européens. Donc c'est tout à fait une norme que vous pouvez mobiliser pour évaluer l'empreinte carbone de vos produits à l'échelle de la tonne. Tout à fait. On a encore le temps pour une dernière question, si une personne souhaite prendre la parole. Sinon, on vous remercie tous et toutes pour votre présence. Un grand merci, bien sûr, Morgane, pour cette présentation fort instructive. Et puis, la semaine thématique débute tout juste. Donc, il y a encore d'autres webinaires à venir. Donc, n'hésitez pas à y prendre part. Notamment, tout à l'heure, il y aura donc le webinaire, là, cet après-midi, de 14h à 15h sur la valorisation du végétal, donc pour des matériaux souples bas carbone. Je vous remets le lien vers la présentation des autres webinaires de la semaine. Et puis voilà, merci à tout le monde et puis une bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.